Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, dans notre premier épisode de notre nouvelle émission Ciné Rétro. Alors, le concept de Ciné Rétro, ça va être simple. Est-ce que c'était mieux avant? C'est-à-dire, les films d'avant sont-ils meilleurs que les films de maintenant? Nous allons essayer de débattre ensemble. C'est parti. Être passionné, c'est être fan. Promise me I'll be back in time. Alors, voici le premier épisode du coup de Ciné Rétro. On va se consacrer à l'année 1975 à 1980. Donc, on va essayer de faire un film une année. Il y a des années, ça a été difficile de choisir. Il y a énormément de films certaines années. Alors, j'espère que mon choix vous plaira. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas raconter l'histoire de chaque film. Je vais juste parler d'éléments principaux, c'est-à-dire les acteurs, la réalisation. Et après, le petit bonus, le petit ciné sensei, comme d'habitude, une petite info qui m'a intéressé et que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Premier film, 1975. Au fait, pourquoi je suis en noir et blanc, moi, les gars? Hey, hey, mais la couleur. Alors, tu me diras, bah Mehdi, pourquoi t'as choisi 1975 pour commencer? Bah, c'est parce que t'aurais pu choisir une autre émission. Vous allez comprendre. Je vais vous donner juste le premier film de 1975. Vous allez dire, ah ouais, finalement, c'est pas si con que ça ton idée. En 1975 vient la première fois au cinéma un petit film, comme ça, tranquille, dont tout le monde a été terrorisé, soit par la musique, soit par le film. Vous devinez ce que c'est? Bah, c'est simple. Les Dents de la Mer. Le premier film, enfin, c'est pas le premier film, c'est le 4e long métrage de Monsieur Steven Spielberg, rien que ça. Et à la composition de la musique, bien sûr, nous avons Monsieur John Williams. Alors, vous savez que, comme moi, Les Dents de la Mer a été un carton de ouf à l'époque où c'est sorti, parce que c'était la première fois où on voyait un gros requin blanc qui traquait des jeunes surfeurs ou un mec qui se baladait, qui se baignait avec sa copine et tout, ou qui faisait aller à la pêche, et bah t'as un grosse mâchoire là qui arrivait et qui tenait te gober comme ça là. Et bien sûr, c'était surtout le plus terrifiant, c'était la musique des Dents de la Mer, tout simplement. Donc la réalisation, c'était simple, c'était Monsieur Steven Spielberg, bien sûr, pour le 4e long métrage, je l'ai dit tout à l'heure. C'est tiré d'un roman qui s'appelle Peter Ben Kschle, qui a fait justement Les Dents de la Mer. Alors, le truc intéressant que je vais vous dire, déjà, c'est que le film, à la base, il était parti pour un budget de 4 millions de dollars. C'est ouf quand même. Et vous savez combien il a rapporté? Et non, d'abord, il a été prévu pour 4 millions de dollars, et après, Steven Spielberg a voulu augmenter son budget parce qu'il avait besoin de plus d'oseille pour faire ses effets spéciaux. Donc, il y a eu un budget de 9 millions. Et le film a rapporté plus de 470 millions de dollars. Vous imaginez, c'est un des plus gros succès de l'époque, 1975. Et l'acteur en principal qui était Roy Scheider. Et il y a eu plusieurs suites de Les Dents de la Mer, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5, si c'est pas plus. Du coup, ça reste quand même un phénomène du style et des films d'horreur de 1975. 1976 déjà, ça passe vite, hein. Du coup, tout le monde va reconnaître ce que je vais dire, même je vais vous le chanter, même si vous le souhaitez. Ça commençait comme ça. Bon, bien sûr, t'as reconnu, hein, c'est Rocky. Donc le premier volet est sorti en 1976. La réalisation, ça a été John G. Avildsen. Scénario écrit par Monsieur Solo, la musique était par Bill Count, et l'acteur principal, bien sûr, c'était et qui était accompagné de Talia Shire qui jouait le rôle de et bien sûr Carl Weaver qui jouait le rôle de Apollo Creed. Alors, le film qui était intéressant, la petite Ciné Sensei Info, on va les appeler comme ça, j'ai bien dit, Ciné Sensei Info, c'est cool, a été tourné en 28 jours, ce qui est énorme déjà, je trouve. Un budget de 1 million, vous savez combien il a rapporté? Ça c'est ouf, 225 millions de dollars. Ça a été le film le plus rentable de 1976. C'est pas mal du tout pour un premier film, hein. Surtout d'un mec, si vous savez, Sylvester Stallone a commencé avec des films un peu à l'eau de rose en mode érotique, quoi. Et vous savez comment il s'appelait? C'est quoi qui est le plus drôle? Les talons italiens. Ça c'était la Ciné Sensei Blague. Petite introduction avant de commencer l'année 1977 que vous allez voir, vous allez dire mais ouais finalement c'est ouf, en fait c'était cette période-là, elle est excellente au niveau film. Et du coup il y a eu aussi en 1976, vous avez eu le film King Kong qui a été une reprise du film de 1933 qui a été fait par John Guillermin. Donc c'était intéressant à savoir parce que c'est une des meilleures versions des films d'adaptation sur King Kong. Et qu'est-ce qui est sorti récemment, bien sûr? Bah King Kong vs Godzilla, tiens, c'est bizarre. Et pourtant on est en 2021.
en 1978, bon, j'avoue que là, j'ai même pas besoin de parler, t'entends la musique, hein. Là, c'est un moment particulier pour moi. J'ai hâte de faire cette émission Superman Days avec des amis et des invités. En 1978, bien sûr, sort la première fois au cinéma le long métrage Superman, avec bien sûr à la réalisation Richard Donner, qui est un grand réalisateur autant que Steven Spielberg et George Lucas. À la musique du film, c'est John Williams. Encore une fois, tiens, c'est bizarre. Les acteurs principaux sont un des meilleurs acteurs qui a été révélé le jour de ce film Superman, qui est Christopher Reeves, qui était dans le rôle de Superman, bien sûr. Gene Hackman, qui était un acteur encore génial de nos jours, qui était Lex Luthor. Et du coup, c'est la première fois qu'on pouvait voir Superman voler dans le ciel, dans New York, sauver des gens. Et j'avoue, ce film, pour moi, mon enfance, c'était chaque année à Noël ou même à chaque fois qu'il passait à la télé, j'étais devant mon écran et je surkiffais, même si je l'ai vu des milliards de fois. Je suis encore à 38 ans en train de m'émerveiller devant le premier film de Superman en 1978. Pour moi, est un des plus beaux films de super-héros qui a été fait à cette époque-là. Bien sûr, Star Wars, il y en a eu plein, mais Superman, c'est particulier. Je sais pas, ça te rappelle nostalgie, c'est l'enfance, c'est mon héros, enfin bref. Ce film, il est vraiment, vraiment un des meilleurs films que j'adore. J'ai hâte de le trouver en 4K. J'attends une chose, c'est qu'il nous les sort, les 4 premiers films de Superman en 4K. Bien sûr, en 2013, Henry Cavill et Zack Snyder ont fait un super taf. Man of Steel, pour moi, reste un des meilleurs remasterisés de Superman. Mais l'histoire de Christopher Reeves, mai 1978, faut se dire qu'à l'époque, de faire croire un homme volé, c'était juste malade, quoi. Mais grâce à Star Wars, c'était possible, quoi. C'est Star Wars qui a révélé que les films allaient changer. Comme je l'ai dit, pour moi, j'ai une théorie, j'en suis sûr et certain maintenant, c'est il y a toujours un film qui fait un bond en avant et qui révèle d'autres films, quoi. Et la preuve, Star Wars avait révélé le monde de la science-fiction en mélangeant du western, un space opéra, parce que, bon, George Lucas, il est parti d'une frustration parce qu'il voulait réaliser Flash Gordon. On va y revenir tout à l'heure. Mais du coup, comme on lui avait dit non pour Flash Gordon, il s'est vengé en créant Star Wars. Et du coup, Star Wars, c'est devenu encore plus grand que Flash Gordon, quoi. Maintenant, Flash Gordon, c'est devenu une anecdote, quoi. C'est un film culte, quoi, mais ça s'arrête là. Star Wars, c'est un mythe, carrément, et c'est juste énorme. Et il a fallu Star Wars pour qu'on ait Superman en 1978. Donc, Ciné Sensei Info. J'adore. Marlon Brando, qui était un acteur hyper connu à l'époque des années 70. Intéressant ce que j'ai trouvé. Il a versé 4 millions, excusez-moi, 4 millions de dollars pour jouer le père de Kal-El, enfin le père, qui est Jor-El. Donc du coup, l'acteur, il a lâché 4 millions de dollars quand même, les gars. Il a dit, écoute mec, je te donne 4 millions, mais tu me laisses jouer le daron de Superman. Voilà, c'est tout. Tu fermes ta gueule, tu me prends, c'est tout. Et en fait, le pire dans l'histoire, c'est qu'il apparaît 10 minutes à l'écran. 10 minutes de performance à 4 millions de dollars. C'est ouf. C'est ouf. Et pourtant, ça reste des scènes les plus cultes du film Superman. Voilà. C'est génial. C'est beau. Donc, toujours en 1978, donc on n'a pas basculé encore, il y a un film aussi qui reste pour moi aussi une référence, mais une référence, hein. C'est en 1968 que la première fois au cinéma sort Halloween, la nuit des masques. Et ça, Halloween, pour moi, je tiens à te le dire, c'est un des meilleurs films d'horreur. Franchement, il y en a très très peu qui me font kiffer, mais Halloween, quand même, l'histoire de Michael Myers, c'est juste malade. D'ailleurs, bien sûr, comme par hasard, on rebondit, mais bientôt, en 2021, nous allons avoir Halloween Kills, qui est revenu depuis quelques temps au cinéma, avec bien sûr Michael Myers de retour, et aussi l'actrice qui a été révélée pour le premier film Halloween, la nuit masque, Jamie Lee Curtis, tout simplement. Donc le film à l'époque est sorti et a été réalisé par John Carpenter, le scénario a été réalisé par John Carpenter et Debra Hill, qui était John Carpenter, qui était un des meilleurs réalisateurs de films d'horreur à l'époque, et du coup les acteurs ont été Donald Pleasence, voilà, et Jamie Lee Curtis, tout simplement, que tu connais maintenant grâce à Halloween, quoi. Et du coup, la Ciné Sensei info pour ce film, c'est que c'est le film le plus rentable des films indépendants. C'est intéressant ça. De l'histoire des box-office, il a rapporté 47 milliards de dollars à l'époque de sa sortie. 47 millions de dollars. Imagine, 47 milliards de dollars, c'est énorme. 47 millions, il y a trop de zéros, je sais plus compter après. Donc c'est ouf pour un premier film, c'est juste énorme. Alors que le film, pendant tout le film, le tout premier, Michael Myers ne dit pas un mot. Tout le film, tu vois le mec avec un masque, et il charcute tout le monde, tout ce qu'il croise. Et c'est juste ouf. On passe à l'année 1979.
Arrive un autre film qui va être aussi une référence par la suite dans notre génération à nous, qui est Mad Max, qui a été à l'époque réalisé par George Miller, scénario George Miller, excusez-moi, et l'acteur principal qui venait juste de débarquer au cinéma, qui a été pas connu, qui a été méconnu au début, grâce à Mad Max, et bien sûr Monsieur Mel Gibson, voilà, qui est devenu la plus grande star après par la suite. Et il faut renoter la Ciné Sensei Info, et le plus gros succès d'un film australien, le 1, 2, 3. Le film qui a eu le plus gros succès pour un film australien aux États-Unis. Voilà, faut le savoir. C'est un film australien à la base réalisé par des Australiens et c'est le film le plus rentable des films australiens. Voilà, juste ça, aux États-Unis. Et bien sûr, Mel Gibson a été révélé dans ce film-là, tout simplement. Et du coup, encore une Sensei Info, qui c'est qui débarque après quelques années plus tard, avec Tom Hardy dans Fury Road, Mad Max. Et du coup, on apprend que, bien sûr, un spin-off en train de se mettre sur justement Fury, c'est la meuf dans Charlie Theron qui joue dans Mad Max, qui va arriver très bientôt en spin-off avec Chris Hemsworth dans le film, voilà, tout simplement. L'année 1979 suivra un deuxième film qui va être aussi hyper connu, vous allez voir, pour tous les amateurs de SF. Il s'appelle bien sûr Alien, le 8e passager, qui a la réalisation Monsieur Ridley Scott, qui est juste aussi un des plus grands réalisateurs de notre génération et d'aujourd'hui encore à l'époque. En actrice principale, nous avons Sigourney Weaver, et la Ciné Sensei Info pour le film Alien, qui est un des plus grands films de science-fiction pour ma part, avec Predator. J'espère qu'on va y revenir sur Predator. Et a remporté un Oscar des meilleurs effets visuels et domine le Saturn Award pour 3 prix, dont celui du meilleur film de science-fiction. C'est pas mal quand même, hein. Ça va pour un premier film, hein. Ça va, hein, on est bien. Hein. Et en sachant que bien sûr, Ridley Scott en a fait plusieurs films, enfin il en a fait plusieurs, avec Prometheus, Alien Convention, etc., etc. Et là, en fait, maintenant, comme la Fox a été rachetée par Disney, on apprend que, bien sûr, il y a un projet d'une série ou d'un nouveau film qui serait centré sur Alien, mais produit par Disney+, ou Disney. Voilà, on verra bien ce que ça donne, hein, je vous promets rien. J'avoue que, bon, le dernier Alien, il m'a un peu déçu, donc j'espère que ce nouveau Alien repartirait sur des bonnes bases. On arrive à la fin de ce premier volet de Ciné Rétro. Nous allons parler de l'année 1980, avec un film aussi qui va changer aussi l'histoire du cinéma pour ma part. J'ai nommé bien sûr Shining, qui a été réalisé par Stanley Kubrick, scénario Stanley Kubrick, qui est aussi un très très grand réalisateur, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma. Et bien sûr, en acteurs principaux qui pètent les plombs à cause d'un manoir hanté ou d'un hôtel hanté, Jack Nicholson, qui par la suite deviendra notre futur Batman dans la version 89 de Tim Burton, mais Jack Nicholson dans Shining a été vraiment révélé comme un psychopathe. Et il est considéré comme un classique des films d'horreur, quoi. Voilà, juste ça pour la Ciné Sensei Info. Voilà, Shining, pour moi, j'ai pas trop regardé au début, je l'ai regardé que récemment. J'avoue, parce que bon, ça m'intriguait. À cause de Dr. Sleep qui est sorti récemment avec Evan McGregor, qui est la suite directe du premier film. J'ai dit, bon, il y a un jour ou l'autre, il va falloir que tu t'y mettes, Mehdi. Mad Shining, regarde ce que ça donne, et vois si c'est vraiment, il mérite ses louanges comme le meilleur film, enfin, un classique des films d'horreur. Et franchement, oui, monsieur, il mérite son truc. C'est un classique des films d'horreur. D'ailleurs, il a été copié plusieurs fois dans les séries, dans les films, parce que ça reste pour moi vraiment un classique. Franchement, c'est un classique. Donc en 80, bien sûr, il y a eu plein de films, hein, je vais pas tout sortir. Il y a eu l'Empire contre-attaque, il y a eu Superman, la suite 2, enfin bref, la deuxième partie. Enfin, il y a eu énormément de films. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut choisir. T'as pas le choix. Même si t'aimes les films, faut choisir. Donc bon, comme j'ai dit, j'ai déjà parlé de Superman et Star Wars. Je vais pas reparler des futures suites qui sont sorties, bien sûr, parce qu'il y a eu 4 volets Star Wars. N'en parlons pas, il y en a eu 9. Enfin bref, j'ai préféré parler du premier film à la première sortie. Et après, dire en petite info, comme quoi la suite est sortie en 80 pour c'était l'Empire contre-attaque, qui est une meilleure suite qui a été fait à l'époque en 1980. Je vais pas revenir dessus, j'ai parlé déjà sur l'univers de Ciné Sensei hors série Star Wars. Et bien sûr, Superman 2 qui reste pour moi encore meilleur que le premier film, hein. On va pas non plus cracher dessus, avec le combat contre Zod et son équipe, contre Kal-El. Et du coup, j'ai dit, il fallait que je termine par une note sympa. Comme on a parlé de Flash Gordon, parce que George Lucas était frustré de ne pas pouvoir réaliser Flash Gordon, qui c'est qui vient en 80 ? Monsieur
George Lucas, non je rigole, je blague. Non, Flash Gordon, le film sort en 1980 avec la réalisation Sam G. Jones et les acteurs principaux sont Mike Hodder, qui était d'ailleurs un joueur de foot américain. C'était assez drôle. Voilà, c'était très très drôle de le dire. En fait, ils ont choisi ce mec-là parce qu'il joue au foot américain et il avait la tronche de Flash Gordon, quoi. Donc c'est un nanar, mais un nanar drôle et culte en fait. Parce que quand tu regardes les premières fois Flash Gordon, c'est génial quoi. Le film, il a eu une critique mais vraiment dégueulasse. Ils l'ont terminé le film et c'est ce qui est drôle en fait, c'est que les journalistes tout ça ont critiqué en disant que c'était une pâle copie de Star Wars, alors que George Lucas a fait Star Wars en pensant à Flash Gordon. Donc tu vois la blague dans l'histoire, c'est ouf quoi. Et du coup, il a été détruit par la critique et en fait Flash Gordon, plus tard, c'est un petit réseau de fans. Excusez-moi, hein, je suis aussi possédé par Shiny, tu vois, ma chaise elle descend, elle monte, elle est cassée, je suis désolé. Donc si vous me voyez descendre à l'écran, c'est la chaise qui est cassée, c'est pas moi. Et du coup, ouais, je disais Flash Gordon a été démonté en disant que c'est une pâle copie de Star Wars, alors que Star Wars avait dans sa tête, George Lucas avait l'idée de faire mieux que Flash Gordon, voilà. Et du coup, Flash Gordon arrive au cinéma, bon, il se mange un missile, hein, il se fait démonter par la critique. Mais par contre, plusieurs années après, devient un film culte. Pourquoi ? Parce que déjà, à la musique, nous avons bien sûr le groupe Queen, qui fait les musiques de Flash, qui est juste génial. Et en fait, le film devient culte par rapport à son côté kitsch et son côté nanar, en fait. C'est ça qui a fait son succès. C'est que les gens allaient voir Flash Gordon pour se taper des barres. Les mecs, c'était dans une communauté de proximité, entre potes, on disait « Ouais, tu l'as vu ce film-là ? Ouais, il est trop fort et tout, tu vas te taper des barres de rire et tout. » Parce qu'en fait, tout le côté kitsch, et c'est ça qui a fait son succès quoi. Donc voilà. Au final, Flash Gordon est devenu un des meilleurs films cultes de l'époque 1980 parce que le côté un peu kitsch, un peu nanarland quoi. Voilà, qui est parmi les nanarland mais qui on a envie de regarder. Donc voilà, c'est inspiré bien sûr des comics de Flash Gordon et il y a eu qu'un seul film. Il y a récemment ils ont fait une série qui n'a pas fonctionné, qui était à l'acteur principal, je crois que c'était un des acteurs de Smallville, il me semble, qui jouait Arrow, je crois, enfin bref, je crois, ou Aquaman, je sais plus, enfin je crois que c'est ça, c'est un des mecs, je crois que c'est le mec qui jouait Arrow dans Smallville qui a été recruté pour faire la série Flash Gordon, ou non, même pas, c'est le pote de Clark Kent qui a été recruté pour jouer Flash Gordon, le blond, le blondinet qui meurt aux premières saisons, enfin bref, j'en reparlerai, j'aurai l'occasion, je rechercherai ça. Et du coup, j'en viens aussi, il y a des rumeurs comme quoi Flash Gordon reviendrait au cinéma. Le dernier film de 1980, ça sera un des films aussi cultes dans l'univers des films d'horreur qui s'appellera Vendredi 13. La réalisation c'est Sean S. Cunningham et le scénario est Victor Miller. Les acteurs principaux sont Betsy Palmer et Harry Lehrman qui jouaient le rôle de Jason. Donc c'est inspiré par le succès de Halloween. Le film a coûté 550 000 $. Et a rapporté 39,7 millions de $. C'est un des films le plus rentables dans l'histoire du cinéma en l'année 1980. Ça, c'était pour la Ciné Sensei Info. C'est terminé. On a fini avec l'année 1980. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si vous aimez ce concept d'émission rétro où on parle un peu des anciens films. Le but du jeu, c'est vraiment de se projeter en arrière pour voir un petit peu ce qui se passe de nos jours, quoi. Et c'est là où c'est intéressant parce que quand vous regardez un petit peu en arrière, tous les films qui sont sortis à une époque, non, ils ressortent, mais il y a toujours ce côté respect des œuvres originaux, quoi. Donc il n'y a pas de ce côté dont certains films comme Star Wars a été détruit parce que Disney, quoi, on va pas se leurrer. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que en fait, ces films, malgré tout, ils arrivent à survivre. En fait, ces films, ils survivent. Et ça fait des années, ils sont sortis au cinéma, ils sont sortis 10 000 sorties en DVD, en Blu-ray, etc., etc. Mais ces films survivent malgré tout, quoi. Grâce aux plateformes de streaming, grâce aux DVD, grâce à tout ça. Et c'est ça qui fait vivre un peu Ciné Sensei, parce que justement, c'est peut-être bien les films d'aujourd'hui, mais il faut pas oublier par quoi on est passé avant, tout simplement. Voilà. Je vais rester sur ce petit fin. Être passionné, c'est être fan. Gardez le fan spirit et à très bientôt. En vous. À très bientôt. Gardez le fan spirit en vous.